Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter les trois vins qui pour vous représentent le mieux votre domaine? Oui. Bon, bonjour à toutes et à tous, à tous les internautes amateurs et passionnés par le vin. Jean-Christophe Bott, vigneron au domaine Bottgeil à Biblenheim. Je vais vous présenter trois vins de ma sélection. Le domaine, bon, la sélection était un peu, pas spécialement compliquée, mettons, dans la mesure où on exploite 6 grands crus, 2 lieux-dits et un clos. Donc, bon, j'ai dû en choisir 3 évidemment. J'ai dire trois que j'aime beaucoup, dont en l'occurrence le Riesling Grand Cru Schlossberg du millésime 2014, le Riesling Grand Cru Schönenbourg millésime 14 et le Gewürztraminer Grand Cru Soingans, qui est notre terroir un peu historique au niveau du domaine, Grand Cru local. Ouais, Grand Cru local du millésime 2010. Bon, on va débuter par la dégustation. Comment on dit? Sondheim. Donc là, on se retrouve projeté dans la vallée de Kaysersberg. C'est un grand cru qui est à cheval entre la commune de Kinsheim et Kaysersberg, un vignoble qui est entre vignoble et montagne. Le Schlossberg, c'est un terroir, je dirais, de granit très pauvre, un terroir donc sablonneux, la pierre, la roche granitique qui s'est érodée avec les années, donc ça donne des sables très pauvres, je veux dire un sable grossier. C'est un terroir qui est organisé en terrasse pour éviter l'érosion, et donc ça donne des vins qui ont un côté très cristallin. Je veux dire, juste pour la petite un petit aparté au niveau de la géologie. Le granit, c'est une roche qui est métamorphique, qui a été produite à très grande profondeur, très grande pression et très grande chaleur. Et donc, c'est un mix entre 3 éléments, je veux dire le mica, le feldspath et le quartz. Donc, c'est pour ça qu'on a une roche qui est relativement, donc un peu des contrastes au niveau couleur et au niveau, je veux dire, granulométrie. Et donc c'est vrai que ça donne des vins donc, qui ont ce caractère presque un peu fumé au nez. Je veux dire, on a ce côté un peu zeste, un peu agrume qu'on retrouve, mais toujours avec ce côté un peu fumé, un peu grillé, qui parfois peut s'apparenter à une petite réduction qu'on appelle la petite réduction du granit. Mais le Schlossberg, ça donne, c'est des granites relativement pauvres. Si on les compare avec des granites sur le Grand Cru Brand, sur le Grand Cru Sommerberg ou sur le Grand Cru Vinex Schlossberg, le Schlossberg est le granit certainement le plus pauvre. Il donne des vins vraiment sur le côté pur, sur le côté vraiment tranchant, et donc c'est un vin que j'aime beaucoup parce que cette silice, ce quartz, donne beaucoup de verticalité au vin. Je veux dire, et c'est pour ça que le suivant, on est sur un terroir sédimentaire. On a tout à fait une autre approche, tout à fait une autre texture, une autre profondeur. Donc là, on est aussi sur un millésime qui est mûr, qui est affiné. L'idée au niveau du domaine Bottgeil, c'est un domaine qui remonte autour de la Révolution française, je veux dire, qui à l'époque ne s'appelait pas Bottgeil, qui s'appelait Gail. À l'époque, on prend la petite histoire, il y a un certain Jean-Martin Gail qui a élaboré ses vignes, c'est ça, bon, ça. Après, bon, chacun fait ça un peu sa sauce, mais bon, ce qui est sûr, c'est que certainement, il y avait de la vigne avant. Je veux dire, c'est toujours assez délicat, je trouve, d'attribuer, de dire ça a commencé exactement en 1648. Avant, il n'y avait rien, mais en 1648, ça a commencé. C'est souvent un peu délicat. Et après, c'est un peu du blabla, je dirais. C'est pas ce qui est important. Après, ce qui est important pour nous, je pense, c'est d'avoir su, au fil des générations, compléter, je veux dire, un beau patrimoine de beaux terroirs. En l'occurrence, aujourd'hui, 6 grands crus, 2 lieux-dits, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et un clos. Qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment un amoureux, je veux dire, des vins de terroir. Ces vins, je veux dire, avec des expressions de lieu, des expressions, je veux dire, avec une certaine singularité, une certaine personnalité, je veux dire, au niveau du vin. C'est pourquoi, après mes études, j'ai débuté la culture dans les années
dans les années 91, je suis allé faire un petit tour comme ça, comme tout jeune, je veux dire, pour découvrir un peu le côté un peu exotique de l'Australie, je veux dire, pour apprendre la langue, pour rencontrer des gens, pour voir aussi, je me souviens de quelque chose que Léon Brecht avait l'habitude de dire, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, je trouvais que c'était très, très intéressant. Et donc l'année d'après, je suis aussi allé quelques mois, je veux dire, en Afrique du Sud, j'étais un peu en Bourgogne, en Allemagne, je veux dire, bon après c'est pas grave, c'était plus important. L'idée c'était vraiment, je veux dire, d'acquérir le plus d'expérience possible, je veux dire, le plus de bagages, et cette expérience, c'est ce qui allait quelque part me forger et faire que j'allais aller dans un certain sens au niveau de la médication. Mais j'ai toujours l'habitude de dire, maintenant c'est avec du recul, c'est que si on ne goûte pas des grands vins, pas spécialement que de sa région, mais de France ou de Navarre, il faut savoir, je veux dire, goûter, les apprécier, savoir ce qui est... Parce qu'on ne peut pas recréer, je veux dire, un grand vin si on n'a pas, je veux dire, cette sensibilité au grand vin, cette attente, je veux dire, ce palais qui est formé, je veux dire, sur des vins qui sont à la fois, qui ont cette complexité, cette intensité, ce côté salin, je mets tout un peu dans un fourre-tout, ou ces grands amers, ou ces structures tanniques, je veux dire, apprécier ce que c'est qu'un grand vin, et essayer de tendre vers le grand vin, avec la problématique chaque fois de notre région, de nos terroirs, et donc c'est ça ce qui et maintenant je veux dire, j'ai un peu de recul, j'ai commencé en 2019, commencé en 91 timidement, mais bon, je suis, et donc assez rapidement fin des années 90, j'ai tout doucement, sous l'impulsion de pas mon épouse, elle qui m'a sensibilisé, je veux dire, à la culture biologique. Parce que bon, on mangeait beaucoup de légumes qui provenaient d'un maraîcher en biodynamie, à Colmar, les champs de la terre, pour ne pas les citer, et je me suis rendu compte qu'en définitive, en l'occurrence des légumes, avaient un goût vraiment très particulier, vraiment le goût vraiment prononcé, je veux dire, avec je veux dire, pas du tout policé, je veux dire, comme ça peut être, je veux dire, dans l'industrie ou dans une production plus conventionnelle. Il y avait vraiment un goût, et je me souviens de parler je veux dire, des carottes ou des choses comme ça, où il y avait un goût, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, c'est incroyable, je veux dire, c'est vraiment un goût, je veux dire, sincère, authentique, je veux dire, et quelque part, petit à petit, ça m'a interpellé. J'ai pas voulu faire le grand saut. Un matin, je me suis réveillé, enfin, les gens, le matin, ils se réveillent, et le premier client qu'ils voient, on est en bio. Je veux dire, bon, donc c'est vrai que j'arrive. Donc il faut quand même attendre un tout petit peu, je veux dire, pour que ça se passe. On a voulu faire très progressivement. En 98, on a timidement commencé sur quelques parcelles. 99, on en a fait plus. Et en 2000, il y avait tout le domaine qui était en culture biologique, non certifié. Mais on s'était mis en condition pour voir si on était capable de le faire. On s'est dit 2000-2001, on va le faire avec la problématique chaque fois du millésime. On était capable de le gérer parce que donc, quelque part, dans la culture biologique, c'est aussi une certaine indépendance qu'on retrouve. Je veux dire, indépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique. J'ai le souvenir, étant étudiant, d'avoir lu, et je pense que c'est encore court, dans des magazines comme Viti ou la Vigne, de très belles photos, je veux dire, de Syngenta, de BASF, d'un beau raisin, je veux dire, qui a été traité avec un antibiotraitis puissant, ou un antimildiou, anti-oïdium, et le raisin qui n'a pas été traité, qui ressemble vraiment à un raisin moisi, mais je veux dire, et quelque part, c'est vrai que cette industrie-là joue beaucoup sur l'angoisse, ou je veux dire, quelque part, je veux dire, il y a des gens qui se retrouvent vraiment complètement asservis, moi, c'est très intéressant à un moment donné, de recommencer à être indépendant, de retrouver cette indépendance au niveau de la pensée, et de plus être dans un schéma systématique, année après année, où on fait des choses, et on les refait, sans se poser la question, et là, se dire, tiens, on s'adapte chaque fois à la problématique du millésime, je veux dire, et après, comme tout grand vin, le vigneron, je veux dire, est là, je veux dire, il s'adapte, il donne de ses tripes, ça c'est important, mais je pense que ce qui est important, c'est de mettre en avant le terroir. Après, il y a des domaines où on sent qu'il y a le vigneron qui peut se mettre en avant, imprimer son style, ou il y a des domaines où on sent que c'est le terroir qui est mis en avant. Après, c'est deux états d'esprit différents, c'est deux philosophies différentes. Je veux dire, après, c'est toujours au service du grand vin, mais je pense que
le fait de se mettre en retrait, parfois est plus intéressant parce que ça permet vraiment de mettre le vin, le terroir en avant et de ne pas passer à côté du terroir. Je veux dire, ça c'est important. Donc là, on revient sur le vin, je veux dire, qui nous intéresse, en l'occurrence le Riesling Grand Cru Schlossberg, millésime 2014. 14 étant un millésime quand même plutôt réputé plus frais, je veux dire, plus humide, je veux dire, c'est un millésime qui était un peu compliqué, je veux dire, plutôt sur les cépages rouges, comme tout ce qui est pinot noir, tout ce qui est pinot gris, tout ce qui est Gewürztraminer, et même certains muscats, où il y a eu l'apparition, je veux dire, du Drosophile Suzuki, je veux dire, ce qui n'est pas un moteur, je veux dire, c'est une marque automobile. C'est un moteur pour les vignerons. Un moteur pour les vignerons. Et donc c'est vrai que autant on a eu, c'est un millésime, on a eu énormément à trier, je veux dire beaucoup de je veux dire sur les raisins rouges, beaucoup de je veux dire de coupes franches à faire pour faire quand même un très beau Gewürztraminer, très beau Pinot Gris, mais on a par exemple dans le Soignans, on a tout déclassé, je veux dire parce que je dis c'est dans un millésime comme ça, si on veut rester au niveau, on ne peut pas se permettre, je veux dire, je préférais faire un très bon vin d'ouverture, un Pinot Gris, les éléments issus en grande partie du Soignans, un Gewürztraminer élément issu en grande partie du Soignans. Le Pinot Noir, il est passé, je veux dire, dans notre cuvée plus un assemblage qui s'appelle Point Cardinaux, qui est un assemblage de Pinot Blanc, Pinot Xérois, Pinot Gris et Pinot Noir. Pinot Noir bien sûr vinifié en blanc. Et donc, il y a des fois, si on veut vraiment, je veux dire, continuer sur sa lancée, je veux dire, une lancée qualitative, c'est-à-dire des vins sans concession, parce qu'à un moment donné, si on a un discours qualitatif, il faut aller jusqu'au bout de ce discours. Il faut s'en donner les moyens, parce que si on fait semblant de dire, et après, on a un discours qui est pas cohérent, ça je trouve que c'est... Surtout les actes. C'est surtout les actes. Mon épouse a toujours l'habitude de dire, dans un autre registre, que les mots, c'est important. Mais c'est les actes qui comptent, je veux dire, parce qu'on a beau dire, quelque part, que des boniments comme ça, mais on voit dans la réalité des actes, je veux dire, c'est vraiment là donc que c'est important. Et donc, pour reparler, je veux dire, de ce millésime, les cépages blancs ont été relativement peu affectés, je veux dire, mais pour moi, le millésime 14, c'est vraiment un grand millésime à Riesling, je veux dire, c'est des Riesling qui ont, en général, le Riesling est plutôt un cépage qui réussit bien dans des années un peu plus humides, un peu plus brumeuses, un peu moins hautes en température. Les années trop solaires sont plus des années pour les Gewürztraminer ou pour tout ce qui est Pinot Gris. Et donc là, on a atteint vraiment, je veux dire, une très belle maturité, comme on a l'habitude de l'avoir sur le domaine. Donc c'est un peu ce leitmotiv, je veux dire, de la maturité phénolique. Mais après, je me suis aperçu que dans la bouche d'un vigneron, maturité phénolique n'avait pas toujours la même signification. Mais à certains, je veux dire, en termes, la maturité phénolique étant une petite fenêtre de maturité entre la sous-maturité et la surmaturité. Mais après, cette fenêtre, en fonction du vigneron, elle peut varier. Pour moi, la maturité phénolique, je veux dire, c'est bien sûr cette maturité de la peau et maturité du pépin. Et je suis intimement convaincu que dans la peau, il y a l'information du terroir. Si la peau est imparfaitement mûre, l'information du terroir sera imparfaite. Je veux dire, donc quelque part, loin de moi l'idée de faire des vins avec une certaine perfection. De toute façon, on sait très bien que la perfection n'est que dans les intentions. Dans la réalité, c'est toujours plus problématique. Mais je veux dire, et donc là, on est sur un vin, je veux dire, qui a, je trouve, beaucoup de verticalité, je veux dire, beaucoup d'intensité. On sent qu'il y a vraiment cette maturité du raisin, maturité de la peau, qui va donner des petits amers fins, je veux dire, donc peut-être même une petite finale, petite structure tannique. Je veux dire, on a un vin qui a beaucoup de rectitude, beaucoup de droiture, un côté tranchant, mais j'aime bien y mettre un peu je veux dire, du gras, je veux dire, quelque chose, d'une certaine générosité aussi dans le vin. Là, on est proche de midi, on pourrait l'accompagner avec quoi? Accompagner avec quoi? Le Schlossberg, en général, c'est un vin que j'aime bien accommoder avec soit des carpaccio de poisson,
ou soit avec des poissons fumés. Je veux dire, donc, je pense que ça irait relativement bien. Et donc, sans accompagnement, juste comme ça. Vraiment sans accompagnement, je veux dire, où on a vraiment, je veux dire, le côté un peu, vraiment le côté iodé, salin, je veux dire, du poisson. Éventuellement un peu de jus de citron ou un peu d'huile d'olive pour un peu de sel de Guérande ou peu importe. Je veux dire, c'est vrai que c'est un vin qui est vraiment sur la pureté, vraiment sur le côté très délicat et fin. Il faut pas y mettre des choses qui ont trop de caractère, même si c'est un vin qui a du caractère. Il faut quelque chose de relativement délicat parce que c'est un vin qui est complexe, intense, mais qui a ce côté très épuré, délicat. Je veux dire, mais j'aime beaucoup cette profondeur qu'on a, je veux dire, dans ces vins de granit. C'est vraiment la silice qui donne cette rectitude et ce côté assez vertical. On va peut-être passer au Chenambourg. Donc, Chenambourg 2014, également, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on retrouve vraiment tout à fait une autre géologie, un autre environnement. On n'est plus sur Kinzigkeisberg. Là, on se retrouve en fond de vallée si on peut dire, de Riquewihr. C'est des terroirs qui sont aussi pentus, mais cette fois-ci, le terroir n'est pas du tout organisé en terrasse. En définitive, c'est le terroir qui surplombe Riquewihr. Ce sont des marques gypseuses du Keuper, avec en surface du mouchoukalk et du grès vosgien. C'est un terroir qui a une géologie complexe pour un vin qui est aussi très très complexe. C'est un vin qui a beaucoup dans sa jeunesse qui reste assez introverti, un tout petit peu, un peu fermé, un peu serré. Hier, j'avais des sommeliers qui étaient là et qui ont goûté ces deux vins. Ils m'ont dit autant le Schlossberg, ils l'ont trouvé exceptionnel. Le Chenambourg, ils l'ont trouvé un peu fermé, très beau, mais vraiment en devenir. Et j'ai l'habitude de dire, bon, je sais pas si c'était mon grand-père ou si c'est quelque chose que j'ai gardé en mémoire, que le Chenambourg, c'est un peu comme un guerrier qui sommeille. C'est toute la puissance, toute l'ampleur, je veux dire, la force, je veux dire, qui sommeille, je veux dire, ça besoin, c'est un vin qui monte tout doucement en puissance. Et donc, ces marges gypseuses, donc on est vraiment sur du sédimentaire, contrairement, je veux dire, des roches granitiques ou des roches gréseuses. Je veux dire, là, c'est vraiment du sédimentaire, c'est de l'argile avec un petit peu de calcaire. Je veux dire, c'est très 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 peu, mais plutôt le côté plutôt le gypse. Ça donne des vins, je veux dire, qui ont pas cette verticalité, qui ont plutôt ce volume, cette ampleur, cette épaisseur, je veux dire, au niveau de la bouche. Parce que j'aime bien, on parle de plus en plus de la dégustation un peu gyro-sensorielle. C'est vrai que cette approche, je trouve assez intéressante parce que on n'est plus seulement que sur l'aromatique. Le vin qui a des arômes on va dire plein d'arômes, ça reste fin, c'est ça, on le décortique moins. Ou une acidité qui est fine, qui est machin, qui est persistante, le vin qui est équilibré par rapport à ses sucres, et c'est ça, ou belle longueur. Mais là, quelque part, on a cette notion d'épaisseur, cette notion de largeur. Et quelque part, je veux dire, c'est presque un peu une dégustation en 3D. Je veux dire, qu'on a. Et quelque part, c'est une approche que je trouve très, très, très intéressante. Sans vouloir flatter Jean-Michel Dice, mais quelque part, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une dégustation qui a vraiment au service du terroir, parce que le terroir, quelque part, si on veut faire des vins authentiques, des vins qui retranscrivent un peu ces caractères de lieu, le lieu, c'est quoi? C'est à la fois la géologie du sol, c'est son altitude, son exposition, je veux dire, le fait que ce soit, je veux dire, un terroir qui soit un peu
un peu encaissés ou un terroir qui sont un peu proéminents dans la vallée, chaque fois ça donne des caractères différents. Mais si on veut apprécier toute cette combinaison de paramètres, le paramètre essentiel étant quand même la géologie du sol qui imprègne quand même un certain caractère. Mais par exemple, l'exposition, je veux dire, ça va donner aussi un caractère un peu plus précoce. Le fait, l'altitude basse va donner aussi une certaine forme de précocité au terroir. Je veux dire, donc qui, entre guillemets, on peut se dire, tiens, c'est un terroir qui peut peut-être être sujet au botrytis, vu la précocité. Mais bon, là, c'est pas le cas. On est vraiment sur un terroir donc plutôt froid, adossé à la forêt on est un peu en fond de vallée, si on peut dire. Vraiment des terrains, je veux dire, donc, qui sont plus froids, qui démarrent plus doucement au printemps, je veux dire, donc, qui quelque part, donc, on a quasiment 2 semaines de décalage entre le Schlossberg et le Schönenbourg, alors que le Schlossberg aussi, je veux dire, ton proche, je veux dire, ton, c'est, comme je disais, entre vignobles et montagnes, je veux dire, mais là, cette roche, un peu de feu, ces terroirs plus solaires, donne un côté plus précoce aussi au vin, alors que cette marne, je veux dire, gypseuse, c'est des terrains plus froids, qui démarrent beaucoup plus doucement, qui quelque part ont cette faculté à se réchauffer doucement, à mûrir très doucement, un peu à l'image de certains, comme diraient certains cuisiniers, cette cuisson à froid vraiment très lente, je veux dire, pour vraiment recueillir toute la complexité, je veux dire, du lieu. Le Schönenbourg, c'est toujours dans les deux dernières cuvées qu'on rentre. On va pas spécialement rechercher de surmaturité, mais là, pour reparler de la maturité phénolique, le fait que la peau commence un tout petit peu, on dit en Bourgogne, à avoir ce côté un peu levrouté, un tout petit peu violacé que la peau du Riesling, qui est une peau qui est plutôt jaune-verte, commence tout doucement, je veux dire, à avoir, je veux dire, un début de pourri plat, ce côté levrouté, qui a un côté un peu violacé, je veux dire, et donc là, bien sûr que ça concerne pas la totalité de la grappe, mais ça commence par petites touches à coloniser la grappe. Et donc là, c'est vraiment le moment, je veux dire, où je pense qu'il faut déjà en termes de goût, parce que j'aime beaucoup goûter le raisin aussi, parce que c'est tous ces instruments de mesure, le réfractomètre, le gustimètre, c'est bien. Mais je veux dire, goûter le raisin, quand on ressent une certaine forme d'harmonie, une certaine forme où on se dit, waouh, c'est bon, là on y est, je veux dire, il y a vraiment, quand le raisin se livre, je veux dire, c'est sûr qu'il faut être habitué à goûter année après année, je veux dire, quand livre un peu toute sa substance, on peut dire, ah, on est bon. Après, c'est une stylistique, si on veut monter un peu plus haut dans les degrés, après on est déjà un peu sur la surmaturité, après ça c'est à chaque domaine de voir. Donc je préfère me situer quand même plus sur des vins plus secs, quoique le fait d'être absolument sec et pas, je veux dire, quelque chose qui est déterminant. J'aime bien me retrouver, je veux dire, dans une... L'idée, c'est jamais de façonner un vin, je veux dire, parce que si on commence à vouloir façonner un vin, à vouloir donner un côté trop technique au vin, on n'est plus dans le terroir. Je veux dire, donc ça va être une stylistique, je veux dire, dans du domaine, on se dit, bon, on fait du sec, absolument. Contre vents et marées, ça doit être sec. On n'est plus dans les terroirs, je veux dire, donc ça c'est clair, je dirais donc. Et là, on passe complètement à côté du terroir. Il y a des gens qui font comme ça, je suis persuadé qu'ils sont plus dans le terroir. C'est une stylistique ou je veux dire, une façon maison, je veux dire, de faire. Après, je suis pas pour des vins qui aient trop de richesse. Je veux même rester sur des vins qui soient très équilibrés, plutôt dans un registre sec. Mais comme dit, le fait que le vin puisse avoir 10 grammes, 5 grammes, 7 grammes, ça c'est pas un souci. Vous l'avez remarqué, je veux dire, on est sur un millésime déjà un peu affiné. Ça c'est un peu le caractère qu'a voulu imprimer mon père déjà à l'époque, sachant à l'époque on avait le Sonnenberg, le Mandebel et le Schönenbourg. On avait des terroirs quand même plutôt assez lourds, sédimentaires. C'était des vins qui s'exprimaient avec le temps. Le fait de les élever 1 an en fût ou en cuve et de les mettre le bouchon sur la bouteille et commencer à les vendre,
c'était juste inimaginable, parce que quelque part, c'était vendre un vin qui n'avait aucun caractère, qui avait quelque chose d'introverti, de très peu de caractère, beaucoup. Des vins qui étaient immatures, qui n'avaient rien à dire, rien à raconter. Et en l'occurrence, le terroir ne s'exprime pas du tout. C'est pour ça qu'on préfère, je veux dire, et c'est pour ça qu'on a un stock qui est relativement important, c'est une volonté. J'ai le souvenir, il y a quelques années, c'est sûr, c'est toujours intéressant de petits sommeliers, parfois un peu boutonneux, qui disaient: ah, vous avez encore ce millésime, ça tourne pas fort dans la boutique, hein. Je veux dire, mais bon, c'est pas du, je dis pas du tout ça avec grand cœur. Parfois j'y repense et ça me fait juste rigoler, parce que quelque part, aujourd'hui, je veux dire, on a toujours été droit dans nos bottes, si on peut dire. On a toujours eu cette volonté de commercialiser des vins avec du caractère, avec une certaine personnalité, l'expression du lieu, mais quand même avec une certaine côté affiné, une certaine personnalité. Un vin trop jeune, si je commence à vendre des terroirs en 2017 ou peut-être même en 2018 pour certains, je peux pas. Je veux dire, c'est juste, et pourtant, j'ai régulièrement des demandes dans certains pays où les gens veulent absolument ce millésime-là. Je dis non. Je dis, attends, c'est pas en vente, tout ça fermente, ou pour X raison. Je dis, attends, ça c'est vraiment j'aime bien vendre des vins où il y a déjà cette dimension, ce côté assez intéressant, parce que le vin, en fin de compte, on peut pas dire qu'un vin issu d'un grand terroir, qui a tout le potentiel d'un grand vin, soit un grand vin. Si on le goûte trop jeune, on n'est pas sur un grand vin, on est sur un grand vin en devenir, éventuellement. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, avec certaines pratiques œnologiques, on peut faire du grand vin qui s'ouvre vite, mais qui passe vite aussi. Et donc, on est plutôt dans la logique de faire des vins d'émotion, des vins de personnalité, mais qui passent, je veux dire, enfin, qui, tout doucement, je veux dire, qui montent en puissance. J'ai souvenir, parfois mon épouse me disait: pourquoi tu fais des vins qui mettent autant de temps à s'ouvrir? Je dis: mais c'est parce que c'est comme ça que je les aime, j'ai besoin de temps, je veux dire, donc pour que ça monte en puissance. Et aussi, je suis peut-être un angoissé, je supporte pas de ne pas avoir de vin dans la cave. Donc j'aime bien avoir un bon gros matelas, je veux dire, avec plusieurs millésimes. Vous aimez être entouré. Être bien entouré, de me retrouver dans une problématique en n'ayant plus rien dans la cave, en me disant: punaise, je suis en train de... Ça, je supporterais juste pas. Donc, et c'est vrai que, comme dit, le vin, de mettre en avant des vins avec la maturité et un côté affiné, parce qu'en fin de compte, le vin, c'est un côté, une fonction alimentaire. Mais le grand vin, on n'est plus sur la fonction alimentaire. Mais quelque part, c'est des vins déjà plus d'émotion. Des vins, je veux dire, qui normalement transportent ou transcendent, je veux dire, en toute modestie, je veux dire, l'idée c'est de tendre un peu vers ça, des vins qui interpellent le dégustateur. C'est sûr que après il faut une certaine éducation aussi du dégustateur pour comprendre ce vin ou pour l'appréhender. Mais c'est un peu vraiment un vin qui crée une émotion, je pense que c'est universel. Ouais. Et quelque part, et pour moi c'est quelque chose qui est important. De donner aussi, je veux dire, le temps au temps, je veux dire, de laisser le temps, je veux dire, au raisin de mûrir, de laisser le temps au vin de fermenter. On est plutôt étant dans une vinification qui est plutôt lente, je veux dire, bien sûr, je veux dire, on est sur des pressurages qui sont plutôt longs, entre 6 heures voire 15 heures. Ensuite, des bombages qui sont statiques, 24, 36 heures. Et ensuite, des fermentations alcooliques qui, pour les plus courtes, sont de 2-3 mois jusqu'à 6 mois, voire plus. Après, donc, je trouve que c'est important, c'est de laisser chacun peut s'exprimer à ses fermentaires. Et donc, quelque part, ce sera toujours au service du vin, des vins qui se font tout doucement, je veux dire, et quelque part, l'idée, c'est que au final, le vin soit, je veux dire, et toujours cette complexité, ce gras, cette intensité. J'ai toujours remarqué que les vins qui fermentaient trop rapidement étaient, pour moi, dans ma cave, je veux dire, je heurtais personne, je veux dire, étaient les moins intéressants et moins intéressants jeunes et évidemment, je veux dire, ton vieillissement encore moins. Et donc, c'est pour ça qu'on a absolument, je veux dire, voulu
laisser le temps, je veux dire, à tous les niveaux. Après, c'est un peu dans cette logique, je veux dire, on est en culture biologique, je veux dire, on a adopté la culture, dans des pratiques de la culture en biodynamie à partir de 2002, et on est adhérent et on a rejoint le groupe Biodivin en 2004. Donc on a fait notre conversion. Et donc, mais c'est toujours avec beaucoup, je pense, de clairvoyance. Je ne vais pas du tout me sentir prisonnier d'un label, prisonnier de certaines pratiques. Je veux toujours avoir, je veux dire, mon libre arbitre. Je pense que c'est vraiment ce qui est important. On va y mettre tout notre rythme, mais je veux dire, chaque année, on va le faire un peu différemment. Je veux dire, on va l'adapter, évidemment, parce que si c'est pour faire de nouveau quelque chose de systématique, évidemment, il y a un plan de travail minimum, je veux dire, mais après, je veux dire, de faire vraiment, et moi je travaille beaucoup là-dessus, vraiment avec le ressenti, je veux dire, le ressenti, je veux dire, de l'expérience en fin de compte, et me dire, je vais plutôt travailler comme ça, je le sens plutôt comme ça. Après, avec le recul, on peut se dire, il y a des choses qui auraient pu être faites différemment. Après, si on fait jamais rien, on se trompe pas. Je veux dire, mais c'est ça. Je veux dire, mon fils me dit toujours, je veux dire, on apprend de ses erreurs. Bon, c'est ça. Je veux dire, je pense que c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Et c'est vrai que cette culture biologique et biodynamique, ça me donne, je veux dire déjà, ce qui est intéressant, c'est déjà cette exploration racinaire. Ça, c'est quelque chose qui est important, et ça, c'est un peu ce qu'on va mettre en place avec des sols qui sont plus vivants, des sols qui quelque part vont être plus poreux, je veux dire, où il y a une meilleure, je veux dire, une biomasse plus importante, une rotation de la matière organique, je veux dire, dans le sol, je veux dire, une meilleure fermentation de cette matière organique, une meilleure respiration du sol, meilleure implantation, je veux dire, racinaire, donc qui va permettre de capter un peu toute la subtilité et la singularité, disons, du sol. Ensuite, des rendements qui sont aussi en rapport, des rendements plus faibles, je veux dire, parce que si on veut vraiment atteindre cette belle maturité, cette maturité juste, je veux dire, quelque part, on peut pas commencer à jouer avec des rendements trop importants, parce que sinon, à un moment donné, on va plus y arriver. Et donc, l'idée, c'est quand même effectivement, on a l'effet millésime, mais de vraiment, dans chaque millésime, essayer de sortir le meilleur. Ensuite, un peu le prolongement de cet esprit biologique et biodynamique dans la vigne, on a je veux dire, bien sûr, cette volonté d'avoir des densités de plantation plus importantes, aussi dans le but d'explorer plus le sol, d'avoir moins de raisins par souche. Ça, c'est quelque chose qui est important. Des porte-greffes qui soient aussi, je veux dire, moins vigoureux. Je veux dire, ça c'est quelque chose qui me semble vraiment très très important. Et ensuite, au niveau de la cave, je veux dire, il y a vraiment quelque chose, ou le début de la cave, si on peut dire, j'ai mis en place, je veux dire, et c'était sous le conseil de mon père, le pressurage en raisin entier. Donc, lui, il a plutôt voulu qu'on opte pour de la caissette. Parce que bon, il voyait les raisins qui étaient relativement, avec ce niveau de maturité, qui étaient des peaux relativement fines, qui étaient relativement fragiles. Il voulait, je trouvais à juste raison qu'il avait vraiment, je lui ai donné vraiment raison. J'ai entendu des plus grandes comportes, le résultat peut être bon aussi. Mais après, je me sentais plus, je veux dire, plus en accord, je veux dire, dans le respect de cette matière première, avec des petites caissettes de type champagne, des caissettes à l'hiver, donc qui font à peu près 35 kg de raisin, 35-40 kg de raisin. Et curieusement, on a commencé la même année, je pense, que André Ostertag sur Redfig, et avoir et quelque part, donc c'est des sensibilités qui se sont affirmées, parce qu'on le fait pas comme ça, parce que c'est quand même un surcroît de travail, il faut vraiment être convaincu par ce qu'on fait. Et encore là, depuis 91 jusqu'à aujourd'hui, tous nos raisins sont rentrés dans ces caissettes. Je veux dire, il n'y a pas eu d'exception. Et je pense que c'est vraiment important, ce respect de la matière première. Ces raisins qui vont être cueillis à une certaine maturité, stockés pendant le transport, et là, notamment le pressurage. Et ensuite, ces pressurages qui sont plutôt longs, entre 6 heures jusqu'à 15 heures.
Ensuite, ce qui nous paraît vraiment important aussi dans le prolongement de l'esprit bio et biodynamique, c'est de limiter au maximum les intrants. Ou complètement, je veux dire, c'est-à-dire que bon, on a vraiment la dose de soufre, je veux dire, on a un cahier des charges au niveau du biodivin qui nous impose une dose maximale à ne pas dépasser, ça c'est clair, on peut largement tourner avec ces doses-là. L'idée pour moi, c'est d'adapter chaque fois, chaque millésime, mais il y a des acidités, des pH qui changent, et donc quelque part, le niveau de protection doit être adapté en conséquence. Je ne suis pas du tout dans une logique de vin nature, même si c'est quelque chose qui existe. Je veux dire, je ne suis pas du tout adepte de ce type de vin, parce que bon, après, je jette pas du tout la pierre, je comprends, il y a des gens qui aiment bien explorer, des nouvelles voies. Pour moi, la pureté, l'intensité du vin et la complexité sont vraiment des paramètres qui sont essentiels. Après, sur des vins qui n'ont plus du tout de protection, on est sur des vins, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que sinon je vais me faire des ennemis, parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est de pas rajouter de sucre, bien sûr, pas de rajouter d'acidité, pas de rajouter d'activateur de fermentation, pas de collage, pas de virage, dans la mesure du possible. Je dis, il faut jamais dire jamais. Parce que ça peut arriver dans un certain cas qu'un millésime, ça puisse aider. Je préfère avoir un vin où on a terminé quelque part les 10 ou 20% de sucre restant à convertir, qu'un vin qui est complètement fatigué, oxydé et complètement, je veux dire, dans les chaussettes, parce qu'il a fermenté un an de plus. Ça, je suis pas du tout. Parce que on est toujours en train de dire, le levurage, ça imprime un côté technologique. Si c'est juste pour des fins, et quelque part, et si c'est utilisé à bon escient, moi je vois aucun souci. Et dans certains cas, a eu vraiment utilisé avec parcimonie. Ensuite, les vins, en général, restent quasiment de la vendange jusqu'à l'autre vendange, avant l'autre vendange, en fût ou en cuve. Ensuite, ils sont juste soutirés pré-filtration, et le jour de la mise en bouteille, on les filtre fin, je veux dire, on met un beau bouchon en liège, gireton de très bonne qualité, et donc après, c'est parti aussi pour une très bonne garde. Maintenant, je vais revenir après ces grandes boucles, mais je pense que c'est intéressant de resituer. On va reparler du Chenambourg, où là, on est sur un vin qui a vraiment un caractère vraiment assez terrien. On sent, quelque part, pas le caillou, mais on a un côté pas sauvage, mais un côté presque un peu le caillou. On a le côté aussi des notes un peu de citron vert, un petit peu des notes un peu d'épices. On sent que c'est un vin qui a même le côté presque un peu ananas victorien, assez mûr. Et on sent effectivement qu'il est sur la réserve par rapport à l'autre qui est sur la réserve, qui est presque un peu feu follet. Et là en bouche, on a un vin qui a vraiment beaucoup de caractère, beaucoup d'épaisseur, et vraiment un marqueur, de ces vins de Marne. Donc ce volume, cette épaisseur, cette profondeur, et surtout ce côté apporté par le gypse, vraiment ces amers nobles qui viennent apporter du lift, apporter un peu de peps au vin. Ça donne vraiment, un vin qui a de la largeur, mais quelque chose d'assez éclatant, assez explosif si on veut. C'est pas du tout tranchant comme vin, mais c'est un peu comme une vague de fraîcheur, dans la bouche. Et vraiment la signature aussi de ces terrains marneux, plutôt froids, cette finale un tout petit peu tannique, qui vient un tout petit peu, quelque part un peu resserré au niveau, redonner un tout petit peu d'éclat. Et ça m'inquiète beaucoup, mais c'est vraiment deux vins qui sont diamétralement opposés en termes de structure. Le granit, la structure éclatée, cristalline, de ce sable grossier, et la marne assez compacte. C'est des marnes. J'ai le souvenir quand on a posé les amarres, à l'intérieur, parfois on est sur des marnes grises, des marnes bleutées, des marnes qui sont verdâtres, ou parfois même un peu jaunâtres, orangées. Et là, j'étais vraiment surpris par ce patchwork de couleurs, mais sur des terrains vraiment compacts. Et c'est vrai que là,
c'est des terroirs, et on va vite le comprendre. Je fais juste un petit aparté hydraulique, si on peut dire, entre le granit, c'était des structures très poreuses. L'eau va, après une belle pluie, va doucement migrer dans le sol et alimenter la vigne. Ce qui fait que sur un terrain marneux, une belle pluie, je veux dire, du même type que sur le terrain, va pas du tout alimenter les racines, parce que ce sont des marnes qui vont se recharger tout doucement en hiver et se regonfler. Si, mettons, on a eu un hiver très sec, le printemps pluvieux, la marne va quelque part presque souffrir de sécheresse, alors que le granit va s'épanouir, va être alimenté tout doucement, mais la marne va quelque part va réagir. Et ça, on le remarque, on se dit, tiens, on ne comprend pas, on se dit, puis il y a tout ce qu'il faut. Ben non, je veux dire, la marne, ça c'est un peu à sécher, il faut un certain temps pour que ces feuilles d'argile se regonflent, se rechargent, si on peut dire. Bon, ça c'est vraiment... Après, il y a aussi un côté de... J'ai eu la chance, je veux dire, de récupérer le Grand Cru Schlossberg, en 2008. Et quelque part, il y a quelque chose d'un peu sentimental aussi, parce que bon, c'est l'année où mon papa est décédé, et il est décédé, je crois, j'ai récupéré la parcelle, je crois on a accueilli la parcelle 3 jours après son décès, enfin, juste après, et quelque part, c'était une parcelle que je lui ai montrée, je veux dire, que je venais d'acquérir, que je lui ai montrée. Il était, bon, à l'époque, il avait déjà 78 ans, il était venu voir sur place, c'est vrai qu'il trouvait le lieu assez impressionnant, je veux dire, mais bon, c'est vrai que c'est comme ça. Et là, le Chenambourg, ça, c'est vraiment le terroir historique de Ricvire, avec le Sporon aussi, mais ma grand-mère est issue de Ricvire, donc ma mère en a récupéré dans son panier, mais ça, je veux dire, le Chenambourg, j'ai fait des mains et des pieds auprès de ma grand-mère, et c'est vrai que j'ai dû un peu lui casser les... Mais j'ai récupéré une super belle parcelle des suites de ces... Mais elle sentait vraiment que j'étais déterminé, que j'avais vraiment envie et c'est vrai que c'est terroir. Je suis quelqu'un, je pense, d'assez intuitif, je veux dire, et c'est vrai que le Chenambourg, je trouvais déjà le lieu magnifique, je veux dire, au même titre que le Schlossberg. Après, si on n'aime pas un lieu, on ne peut pas bien y travailler, si on ne se sent pas à l'aise. Si ça c'est clair, je veux dire, il y a ce lien aussi avec le lieu. Et le Chenambourg, c'est vrai que c'est vraiment un terroir que j'aime beaucoup, plus ancien, je veux dire, chez Bodgail. Le Schlossberg, c'est 2008, donc on est au 11e millésime maintenant. Maintenant, on va passer au Québec local. On peut pas être plus proche. Ouais, on peut pas être plus proche. Et donc là, Sonningdalen, ce qui signifie l'éclat du soleil. Déjà, je vais dire ton cercle, je vais en mettre un peu plus, mais donc, déjà, on voit dans le verre un vin qui a un côté très lumineux, qui a beaucoup de un côté doré, mais un côté pas vieillot, un côté, je veux dire, quand même avec quelques reflets verdâtres, malgré le côté très doré. J'ai le souvenir d'avoir lu, quand j'étais étudiant, parce que je lisais aussi, je travaillais aussi, on ne faisait pas que picoler. Donc c'était Galilée qui disait ça, que le vin, en définitive, c'est la lumière du soleil qui est captive dans de l'eau. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, punaise, c'est vraiment très très juste ce qu'il dit, ce monsieur. Et en plus, c'est vraiment approprié, je veux dire, ça prend toute sa dimension pour le Sonningdalen, connaissant les vins. Donc pour le Sonningdalen, on est sur le village de Biblenheim, on est sur des terrains marno-calcaires, vraiment très calcaires, avec une présence relativement importante de ces petits galets oligocènes, des petits galets calcaires un tout petit peu difformes, mais qui sont très durs, qui accumulent un tout petit peu cette chaleur pour la restituer la nuit aussi. Et donc là, on est vraiment sur des terrains
qui sont, j'ai toujours cru que le Saint-Ignan c'est plutôt un terroir assez riche. J'ai changé un tout petit peu mon fusil d'épaule, en fin de compte, après avoir fait quelque part, assez rapidement, sur cette terre végétale, terre brune, on avait, je veux dire, une sorte de glaise blanchâtre, et assez poreuse, et on tombait assez rapidement dans le côté minéral, je veux dire, et en définitive, le Saint-Ignan, ce sont des vins qui, dans leur jeunesse, sont assez, beaucoup d'opulence, d'exubérance, même parfois presque sur le déséquilibre un peu. Enfin, pas de déséquilibre, mais un peu un excès de richesse, d'intensité, de complexité. Et un tout petit peu à l'image d'un diamant. J'aime bien quelque part, qui est un peu brut, qui va, avec les années, se polir, s'affiner, de découvrir certaines facettes, je veux dire, avoir quelque chose de beaucoup plus éclatant, beaucoup plus léger aussi. Je dirais des vins qui ont, je veux dire, une buvabilité, qui sont assez exceptionnels. Je veux dire, malgré la richesse, là on est sur le millésime 2010, bon, ça c'est plus en vente aujourd'hui, mais donc on est sur 11, mais pour montrer un Gewürztraminer sur un grand millésime, mais pour le coup, nouveau, un millésime plus froid, un peu à l'image de 2014, plus froid, un peu plus humide. Avec, ben là, en 2010, on avait aussi une floraison qui était assez mauvaise sur les Gewürztraminer, ce qui fait que les rendements en Gewürz étaient plutôt faibles. Mais là, on est sur un vin qui a un mix un peu de ce côté un peu ananas, pamplemousse rose, je veux dire un peu épice. Pas du tout dans le registre comme beaucoup de pas du tout sur le côté litchi, je veux dire, ou des choses comme ça, mais vraiment sur le côté, et il y a un côté presque un peu fumé au niveau du nez. Ouais, on a ce côté un peu mielé aussi légèrement, mais ça va, je trouve qu'il y a beaucoup le nez a de l'éclat, je veux dire, a de l'élégance, je veux dire, et on n'est pas du tout sur quelque chose des arômes pommades. Sur l'image de l'arôme. Ouais, sur des arômes qui sont élégants, qui sont fins. C'est vrai que c'est un vin qui a vraiment une très très belle densité, une très belle structure. Et là, on pourrait le déguster avec quoi? Pour finir un repas ou pour le commencer? Mais quand on en bouche, on a un vin qui est à la fois, qui a une belle largeur, mais quelque part qui a un côté assez serré. Je veux dire, on a à la fois cette liqueur qui va donner, je veux dire, un côté, une certaine opulence, une certaine intensité, mais on a un très beau complexe entre l'acidité et les amers nobles qui vient donner vraiment de la légèreté, un côté très serré, avec de la fraîcheur, avec de l'éclat. Ça va que je goûterais très bien sur éventuellement sur un foie gras accompagné d'un petit chutney, je veux dire, de chutney de figue ou de... J'aurais presque tendance à dire qu'on est sur du classique, mais si on va sur un souvenir que vous avez d'un accord qui était vraiment réussi sur ce vin. Après, c'est le style de vin que j'aime bien goûter un peu sur de l'époisse, sur un master, ou après éventuellement sur des pâtes persillées, style un Stilton ou un Roquefort, et ensuite de le prolonger éventuellement sur une tarte au citron, je veux dire, quelque chose autour des agrumes, je veux dire, ça fonctionnerait très bien. Après, ceux qui aiment les plats plus relevés, à l'image de certains plats asiatiques, orientaux, je veux dire, ou même indiens, je veux dire, ça fonctionnerait très bien. Je dis toujours, le Gewürz fonctionne relativement bien avec du gingembre, avec des sauces un tout petit peu aigre-douces, fonctionne très très bien avec des currys ou des choses comme ça. Par contre, j'ai complètement maintenant oublié de parler d'un accord au niveau du Chenambourg que j'aime beaucoup. C'est bien de revenir en arrière. Le Chenambourg, ça va, de par sa structure, j'aime bien l'accompagner avec des chairs relativement, enfin des poissons ou des crustacés relativement charnus, du style un peu, bien sûr, du homard, donc ça fonctionnerait très bien, ou même
sur une queue de lot. Je veux dire, ça, ce côté assez charnu fonctionnerait bien. Et effectivement, sur des gambas rôties ou sur des noix de Saint-Jacques poêlées, j'ai des grosses noix de Saint-Jacques, ça fonctionnerait très bien. Mais là, j'y mettrais un peu de, quelques épices, notamment du safran ou du cardamome. Je veux dire, ça peut être très intéressant, je veux dire, et donc voilà, on a fait le tour des vins du domaine Bourgogne, enfin de quelques vins. J'ai essayé d'être, et bon, c'est un peu, comme on dit, un peu pas brut pour point, mais je veux dire, essayer donc vraiment un peu comme ça vient. Je veux dire, Et pour revenir finalement à votre comparaison avec les diamants, finalement, c'est les 3 diamants que vous avez taillés et que vous nous avez présentés. Tout à fait. Non, c'est vrai. Donc, je suis loin de moi. Je suis pas un. Là, vous êtes le joaillier du vignoble, mais à votre niveau. Oui, tout à fait. Je veux dire, j'ai de souvenirs quand on a commencé. Souvent, on commençait à parler de vignerons artistes. On est peut-être artiste, mais on est déjà artisan à la base. Et je veux dire, après, avec une image, une certaine esthétique, je veux dire, si on peut dire, du grand vin. Je veux dire, après, artiste ou pas, bon, ça c'est pas important. Je veux dire, je m'affubler mais quelque part, c'est vrai qu'on a une perception, un ressenti, une sensibilité par rapport au grand vin. Et ça, on essaie de le transmettre dans le vin. Et après, c'est à nos clients, je veux dire, de l'apprécier aussi. Et c'est pour ça qu'on y met un peu quelques formes supplémentaires en le laissant vieillir pour que ce soit quelque chose qui soit un peu plus, qu'on puisse l'apprécier un peu plus, pas facilement, mais, ou du moins l'appréhender plus facilement. Qu'on puisse mieux le comprendre. Parce que les vins jeunes, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai toujours, je veux dire, je dis pas vraiment ce que je pense par rapport au vin jeune, je veux dire, mais quelque part, quand on fait du grand vin, je veux dire, c'est du grand vin dans le vignoble, du grand vin à la cave, mais c'est du grand vin aussi après qu'on laisse, je veux dire, parce que on a beau dire, ah bah oui, le client, il va le laisser dans sa cave avant de le consommer. Je veux dire, ça, c'est une belle, je veux dire, c'est vrai que c'est quelque part, c'est un tout petit peu empreint d'hypocrisie. Les gens savent très bien mais parce que bon, ils préfèrent avoir l'argent dans la poche que d'avoir dans la cave. Je veux dire, moi, mais quelque part, on sait très bien. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais été à Meursault, j'avais travaillé un peu chez Dominique Lafont, au domaine des Comtes Lafont, et je me souviens, bon, en général, les vins ont à peu près entre 15 et 18 mois d'élevage en barrique. Donc les vins ont été mis en bouteille, donc ils ont été mis en bouteille au mois de mars, 1 an et demi, donc après la récolte, et donc ça a été mis en bouteille. Et ça a été mis en bouteille, et une grosse partie a été étiquetée. Et je me souviens, Dominique Lafont à l'époque, il m'avait dit, tu vois, Jean-Christophe, il y avait beaucoup de commandes, et ça partait un peu dans le monde entier, connaissant la réputation du domaine. Et il a dit, tu vois, quand ça va arriver chez les clients, dans les 6 mois, 98% des vins vont être goûtés. Alors ça m'a vraiment fait réfléchir. Je lui ai dit, punaise. Parce que il y a des gens qui sont tellement contents de pouvoir acquérir une bouteille de ce type-là. Ils vont se dire, on va le goûter, quelque part, c'est une certaine forme d'impatience, plutôt que de se dire, on la conserve. Après, nous, on peut gérer, on peut dire, laisser vieillir en cave, on a la chance, on a des caves qui sont importantes, on a des caves qui sont quasiment à 6 mètres sous terre, 5 mètres 50, on va dire, 5 mètres sous terre. Quelque part, on a des très bonnes conditions, je veux dire, on n'a pas les clims qui fonctionnent, je veux dire, qui assèchent les bouchons. Donc quelque part, on peut les laisser vieillir doucement, à l'obscurité, je veux dire, dans la fraîcheur, et les commercialiser quand on veut. Et là, on peut dire que quand on le commercialise, là, les gens peuvent commencer parce qu'après, de dire, bon, les clients laissent le font vieillir dans leur cave, c'est sûr que on le vend à un caviste. Le caviste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'empresser pas de le stocker, de le mettre au rayon. Et qu'est-ce qu'il fait? Le client, il va l'acheter. Et encore de surcroît dans la restauration, les gens le mettent sur les cartes. Fut une époque où les gens, c'est sûr qu'une époque qui révolue, où les gens stockaient. Je veux dire, il y a même certains négociants, par exemple des importateurs comme les Anglais, avaient cette réputation de stocker les vins, et à un moment donné, quand il y en avait plus sur le marché, des vins qui réapparaissaient. Bien sûr, il y avait une plus-value qui était intéressante, même dans la grande restauration, où les vins,
ils avaient l'habitude d'avoir leur allocation de Rousseau, de Cheval Blanc, d'Ozone, si ça, bon, peu importe, ou de Char. Les gens, ils le laissaient vieillir. 5, 10 ans, ils le ressortaient. Et là, il y avait de l'émotion. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est parfois n'importe quoi. Je veux dire, devant, dans les vins trop jeunes. Après, bon, aujourd'hui, on a aussi la chance au niveau du domaine. Bon, c'est peut-être pas intéressant de le dire là, mais je veux dire, on a beaucoup de sollicitations de la grande distribution, de métro et entre autres, mais qu'on refuse catégoriquement. Je veux dire, parce que je ne veux pas voir mes produits là. Tous ces efforts qui ont été capitalisés pendant 20, voire 30 ans, voire même plus du temps de mon père, aller dans les réseaux aujourd'hui, je veux dire, je préfère supporter, je veux dire, les cavistes, les cavistes indépendants qui ont un travail plus compliqué, ou la restauration, plutôt que de commencer à vouloir diffuser du vin en grande distribution. C'est bien beau pendant quelques années. Qu'est-ce qui va se passer après? Une fois que le citron est... Après, je vais dire l'image, j'utilise ça. Je préfère, je pense que la réputation est meilleure, mais quelque part, on est des coureurs de fond. On n'est pas des gens qui font des coups d'éclat, aussi ça. On est des coureurs de fond, on monte doucement. Et après, aux amateurs de l'apprécier, je veux dire, et quelque part, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est l'esbrouf, le truc comme ça, où je pète plus haut que mon cul parce que je fais semblant ou la frime, c'est ça. Moi, ça après, ça c'est, chacun voit midi à sa porte, chacun a son caractère, je veux dire, mais on est des coureurs de fond. Moi, j'aime bien rester droit dans mes bottes, garder ma philosophie, et c'est tout. Et ça, c'est bonne guide. Nickel. On va finir sur cette belle parole. Allez, santé.